On parle aujourd'hui des erreurs à absolument éviter quand vous faites de l'investissement immobilier. Et oui, on parle d'un monde qui est passionnant mais qui est aussi parfois périlleux. Chaque décision va compter. Et aujourd'hui, on va se plonger et on va plonger dans les eaux troubles des erreurs à ne surtout pas commettre dans votre parcours d'investisseur immobilier. Que vous soyez sur le point de faire votre première acquisition ou que vous cherchiez à affiner vos stratégies actuelles, ce podcast, il va vous permettre de vous guider à travers les écueils les plus courants et vous fournira tout un panel d'outils nécessaires pour naviguer avec succès dans ce marché dynamique. Alors préparez-vous à découvrir les secrets pour éviter les faux pas qui sont coûteux et à faire des choix éclairés qui vous mèneront vers le succès dans vos investissements immobiliers. Et avant de commencer cet épisode de podcast, nous vous remercions de nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast pour nous aider à continuer à créer du contenu de qualité. En effet, vos avis comptent pour nous, ça nous permet d'accroître la visibilité de l'art de la gestion patrimoniale. Et surtout, si vous êtes en train de nous écouter et que vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Alors oui, aujourd'hui, on va principalement aborder les erreurs les plus courantes que nous rencontrons et qu'il ne faut surtout pas faire pour votre stratégie patrimoniale dans l'investissement immobilier. Nous allons donc nous arrêter aujourd'hui sur 4 erreurs courantes. Et l'erreur que nous voyons le plus souvent, Jérémy, pour les premiers investisseurs dans l'investissement immobilier, c'est souvent de vouloir utiliser son cash, ses liquidités, pour investir dans l'immobilier. Et oui Guillaume, c'est une erreur patrimoniale majeure. Concrètement, si vous avez aujourd'hui 100 000 euros de cash et que vous me dites que vous voulez investir ces 100 000 euros dans un bien immobilier, eh bien c'est simple, je vais vous le dire tout de suite, vous faites une erreur d'investissement immobilier. Parce que oui, votre cash est une mine d'or et doit permettre d'augmenter votre patrimoine immobilier si on parle d'investissement. J'insiste, on parle bien d'ici d'investissement immobilier et non pas d'acquérir sa résidence principale. Car oui, le cash va vous permettre d'utiliser l'effet de levier. Concrètement, avec ce cash, vous allez pouvoir faire pourquoi pas un apport et lever de la dette pour développer votre patrimoine immobilier. Car si vous ne faites pas ça, vous transférez juste une somme d'épargne qui est disponible à tout moment, c'est-à-dire du cash, en une poche d'épargne non disponible, c'est-à-dire l'immobilier. Car oui, quand vous achetez de l'immobilier et que vous souhaitez revendre, ça prend au minimum 3 mois et c'est souvent entre 6 mois et 1 an, surtout avec la conjoncture actuelle. Donc c'est une erreur patrimoniale majeure de mettre tout son cash dans un investissement immobilier locatif. En effet, vous le comprenez, emprunter, ça va vous permettre de préserver votre épargne, c'est-à-dire qu'elle sera disponible pour d'autres projets, on va le voir juste après. Mais cette épargne, elle permet de garder surtout un reste à vivre important, ça vous permet d'avoir toujours des liquidités entre guillemets de sécurité qui vous permettront de faire face à des frais ponctuels ou imprévus qui peuvent être plus ou moins importants. Mais le fait d'emprunter, ça va surtout vous permettre de pouvoir investir cette épargne qui reste disponible pour vous. Et là, le jeu pour réussir un investissement immobilier et réussir un investissement financier en face, c'est d'avoir quelque chose qui vous rapporte simplement plus que le coût de votre emprunt. Donc là, Guillaume, ce que tu es en train de me dire, c'est que si les taux d'emprunt sont à 3%, il faut que mon rendement fasse plus que 3%. Et oui, et là on comprend tout l'intérêt. Si moi j'ai un coût fixe de 3% sur l'emprunt que j'ai fait auprès de ma banque, mais que j'arrive en contrepartie avec l'épargne que je n'ai pas utilisée pour investir seul avec mon cash dans l'immobilier et que j'arrive à aller faire du 5% avec cette épargne-là, eh bien moi je gagne 2% dans cette histoire parce que je rembourse du 3% et mon épargne en face me rapporte du 5%. C'est très simplifié bien sûr, mais c'est pour vous montrer l'intérêt de garder votre cash. Et justement, pour aller au bout de ce raisonnement, certains investisseurs parviennent ainsi à générer des revenus attractifs avec l'argent emprunté. Ils réinvestissent donc dans d'autres biens locatifs à fort rendement, dont les loyers couvrent les mensualités de l'emprunt. Ne dépensant donc pas d'argent ou peu d'argent avec leurs investissements, ils peuvent alors facilement réemprunter et donc réinvestir, car l'épargne non dépensée va permettre de faire d'autres apports dans d'autres projets immobiliers et surtout de rassurer les établissements bancaires en termes de capacité d'endettement. Et dernier point pour la partie emprunt, pour vous montrer que c'est intéressant et c'est un point qu'on évoque assez rarement, c'est que quand on emprunte, on va devoir s'assurer sur l'emprunt et c'est aussi en quelque sorte une prévoyance pour ses proches parce que s'il nous arrive quelque chose, en tout cas au début du remboursement, c'est quelque chose qui va permettre de rembourser cette assurance emprunteur, elle va rembourser l'emprunt à notre place et nos proches se retrouvent plein propriétaires des biens immobiliers sur lesquels on avait investi. C'est totalement vrai Guillaume, on peut même rajouter que l'emprunt permet de défiscaliser les intérêts et le côté assurance emprunteur en tant que charge dans le résultat comptable de votre bien immobilier si vous êtes au réel. Donc ça aussi c'est un autre avantage d'emprunter. Vous l'avez compris, investir avec du cash dans l'immobilier locatif
est une erreur à ne surtout pas faire. Deuxième point qu'on va aborder, c'est investir avec un objectif de défiscaliser uniquement. Et ça, je peux vous dire qu'on en voit des clients qui font ça et uniquement ça. Et oui, et c'est le moment où on va parler de ce que vous connaissez. On vous a déjà sûrement vendu un projet Pinel, un Censi-Bouvard ou un Denormandie en vous disant que c'était un magnifique projet, que ça allait vous permettre de réduire votre impôt et en plus de ça, avoir un intérêt patrimonial parce que vous alliez faire un super investissement. Eh bien, malheureusement, on va vous avouer la chose, c'est souvent une opération qui s'avère catastrophique. Quand on parle de Pinel, il ne faut pas regarder que la carotte fiscale. On parle d'investissement immobilier avant tout. Exactement, Guillaume, la plupart des investisseurs qui investissent dans un Pinel se laissent aveugler par l'avantage fiscal qui est lié, ne considérant donc que l'aspect fiscal des choses. Il convient de prendre en compte le fait que certains avantages fiscaux en France sont amenés à changer en plus, voire même disparaître. Mais attention, il faut arrêter de regarder les investissements Pinel juste pour le dispositif fiscal qui est en face. On a toujours dit avec Guillaume qu'il ne fallait pas aller chercher la carotte fiscale, mais plutôt la cerise sur le gâteau fiscal. J'aime bien cette expression parce que cela veut donc dire que vous devez regarder votre projet immobilier comme n'importe quel investissement immobilier. Est-ce qu'il est rentable en termes de rentabilité ? Quelles sont les charges afférentes aux biens immobiliers et également quelle va être la fiscalité de vos revenus immobiliers. On doit regarder tout ça quand on investit dans l'immobilier en rappelant la règle d'or, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est un point important et donc une fois qu'on a tout ça et en plus de ça qu'on a une réduction fiscale comme par exemple la loi Pinel ou la loi Censi-Bouvard, effectivement, c'est un investissement immobilier rentable. Mais dans 90% des cas qu'on rencontre de notre côté, les personnes nous disent « j'ai fait un Pinel pour réduire mon impôt » et non pas pour investir dans l'immobilier. Ce qui est quand même dommage parce que vous achetez un bien immobilier. Plus de ça, en parlant simplement en termes de rendement et de qualité d'investissement immobilier, il faut se rappeler que quand on investit dans ces dispositifs, l'État nous aide fiscalement parce qu'il a un intérêt à ce qu'il y ait des constructions neuves qui soient réalisées. Un intérêt également pour réduire la pression locative en France. Et donc, face à tous les avantages qui nous sont offerts d'un point de vue fiscal, il y a des désavantages qui apparaissent quand on est propriétaire. On va avoir une limite au niveau des loyers que l'on peut mettre, par exemple, sur un investissement Pinel. On va avoir un plafond de loyer. On va avoir également plein de propriétaires qui vont avoir les mêmes problématiques que nous en même temps. Donc, beaucoup d'offres locatives qui va faire une pression à la baisse également sur les loyers. Et bien souvent, ces dispositifs Pinel étaient réalisés en périphérie des villes ou en tout cas dans des zones qui sont un peu moins intéressantes d'un point de vue valeur patrimoniale. Et donc, c'est tout ça qu'il faut regarder quand on investit. On le rappelle, ne faites pas attention qu'au fiscal, regardez également le patrimonial. Et oui Guillaume, parce qu'en plus de ça, une fois que les programmes de construction sont aboutis, que ce sont des dizaines de logements qui sont préposés à la location en même temps, mais c'est aussi le cas à la revente. Quand les dispositifs fiscaux sont terminés, au bout de 6, 9 ou 12 ans, comme par hasard, tout le monde veut revendre au même moment pour sortir de cet investissement qui est très peu rentable en termes de rentabilité brute de loyer sur le prix de l'investissement. Beaucoup de propriétaires veulent vendre au même moment et là on se retrouve dans le même jeu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres et peu de demandes et donc des prix qui sont fortement diminués par rapport au prix d'achat et même si vous vendez 9 ans plus tard. Parce que je vous le rappelle, en 10 ans, la plupart des investissements immobiliers vont prendre de la valeur patrimoniale, et bien c'est très rare sur les investissements Pinel. Et donc, on vous l'a expliqué, la défiscalisation par l'immobilier, c'est pas forcément toujours noir, mais il faut faire très attention sur ces pratiques-là et garder en tête que c'est un univers qui est changeant. Ça va dépendre également des différents gouvernements. Le Pinel, il arrive à son terme. Peut-être qu'au niveau de l'actualité sur l'immobilier et de ce qui se passe actuellement, on aura de nouveaux dispositifs qui arriveront et qu'il faudra analyser en temps voulu pour voir si ce sont des choses qui peuvent être qualitatives ou non, d'un point de vue, encore une fois, patrimonial. Et donc, vous l'avez compris, il faut aller chercher la cerise sur le gâteau. On regarde donc l'emplacement. Ensuite, on regarde la rentabilité de son investissement. Ensuite, la fiscalité de son investissement immobilier. Et enfin, la cerise sur le gâteau fiscal grâce aux investissements Pinel, Censi-Bouvard, etc. Eh bien, Jérémy, ça fait une très belle transition pour le troisième point qu'il est important d'analyser pour ne pas faire une erreur qui serait préjudiciable d'un point de vue patrimonial. C'est la fiscalité, mais cette fois-ci la fiscalité sur les revenus que vous allez générer grâce à votre investissement immobilier. Et oui, une troisième erreur qui est très courante et qu'on retrouve beaucoup d'investisseurs qui nous disent « je viens d'investir dans l'immobilier, mais je n'ai pas du tout regardé la fiscalité que je devais choisir ». Eh bien, c'est le contraire.
Vous devez donc faire l'emplacement, comme je l'ai dit, la rentabilité, et ensuite, troisièmement, la fiscalité. Analyser cette fiscalité. Allez oui, prenons un exemple concret ici. Vous êtes un couple et vous avez investi dans un appartement de 100 000 euros. Vous avez des loyers de 10 000 euros sur l'année. C'est important de comprendre ici que c'est une très belle rentabilité, 10% brut. Votre tranche marginale d'imposition du couple est de 30% ici. Donc on le rappelle ici, si vous louez nu, vous avez des revenus fonciers de 10 000 euros sur l'année. Ces 10 000 euros bénéficient d'un abattement de 30%, c'est-à-dire que l'abattement va vous permettre d'avoir une base imposable de 7 000 euros et donc ici une imposition de 3 304 euros. Car on fait une imposition de 30%, votre tranche marginale d'imposition, plus 17,2% de prélèvements sociaux sur la base imposable, c'est-à-dire 47,2% d'imposition sur 7 000 euros. Maintenant, vous avez choisi pour un autre dispositif fiscal qui est la location meublée. Vous ne louez donc pas nu, mais vous louez meublé. Et vous louez meublé de manière non professionnelle. Vous avez toujours ces mêmes 10 000 euros de loyer, mais cette fois-ci, comme vous faites de la location meublée non professionnelle, on va regarder au réel ce que vous coûte votre investissement. Donc on va déjà mettre les charges en face, les taxes foncières, les charges de propriété, mais également toutes les charges d'assurance emprunteur et d'autres charges externes qui peuvent arriver quand on fait un investissement immobilier. On va rajouter à cela un amortissement comptable, puis on va imposer la base imposable. Mais ici, la base imposable sera de 0 euros, car l'amortissement comptable réalisé par un expert comptable vous permettra de bénéficier d'une base imposable à 0 euros. Et donc si on a une base imposable à 0 euros, on a une imposition de 0 euros. C'est important de comprendre ici qu'on a quand même un écart de 3 304 euros par an. Et donc Jérémy, on comprend que si on a un bien immobilier qui nous permet d'opter pour le LMNP, le loueur meublé non professionnel, c'est largement plus intéressant que d'être au revenu foncier. On peut même dire que c'est carrément une niche fiscale pour investir dans l'immobilier, le LMNP. Oui Guillaume, attention, le LMNP est souvent remis en cause. On ne dit pas à tous les investisseurs de faire de la location meublée non professionnelle. Ça s'applique pour certains secteurs, notamment les locations étudiantes. C'est vrai que si vous avez une maison en T5, T6, avec 6 chambres, 7 chambres, la location meublée n'est pas forcément adaptée. Il faut vraiment tout regarder, car je vous le rappelle, la location meublée, c'est un turnover plus important, une fiscalité comptable plus difficile à mettre en place, donc il faut être bien accompagné. Il y a d'autres désavantages à la location meublée non professionnelle. Il faut surtout bien regarder son secteur pour savoir si la location meublée est adaptée pour la location dans la ville où vous êtes. Donc on a parlé des revenus fonciers, du LMNP, mais il faut savoir qu'il existe aussi d'autres dispositifs qui vont dépendre de votre situation et de vos objectifs en tant qu'investisseur. Puisque également on peut investir dans l'immobilier en étant à plusieurs. Et là il va falloir faire un travail un peu plus important en amont pour choisir entre l'indivision, peut-être opter pour une société civile immobilière, une SARL de famille si on est entre membres d'une même famille. Et une fois que l'on a fait ce choix, on va devoir également opter entre une fiscalité sur les sociétés, l'IS, ou une fiscalité sur les revenus pour le particulier à l'IR. Et donc là, c'est le choix entre SCI à l'IR ou à l'IS qui va également avoir une grande importance pour votre investissement immobilier. Et oui, il faut comparer tous ces dispositifs et c'est vrai qu'il faut se faire accompagner sur la fiscalité et surtout réaliser un investissement immobilier en ayant déjà réfléchi à la fiscalité. Car si vous prévoyez également de faire des travaux dans votre investissement immobilier, pensez peut-être au déficit foncier et donc au réel sur les revenus fonciers, car vous aurez une charge plus importante que vos revenus et donc vous allez réaliser un déficit. Mais tout ça, vous avez besoin d'être accompagné sur ces sujets-là. Et c'est la troisième erreur, nous, qu'on rencontre la plus courante. C'est une fiscalité qui n'est pas du tout adaptée à l'investissement immobilier et qui peut donc coûter bien cher. On le voit ici dans le premier exemple que j'ai donné. On perd 3% de rentabilité par la fiscalité des revenus fonciers alors qu'on aurait 0% impacté par une fiscalité en LMNP. Eh bien, c'est souvent ça qu'on va être amené à refaire avec nos clients. Et la quatrième erreur qu'on rencontre également souvent, c'est investir sans avoir visité ou même connaître tout simplement le marché local. Et oui, Jérémy, là c'est une erreur qui semble peut-être évidente pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, mais oui, ça existe des personnes qui vont investir dans un bien immobilier alors qu'ils ne connaissent pas la ville, ils ne connaissent pas le marché local et n'ont même pas mis les pieds dans l'appartement ou fait même plusieurs visites pour voir un peu la concurrence et les différents appartements qui étaient à leur disposition. Et bien ça, c'est une très grande erreur parce que vous devez connaître le lieu sur lequel vous allez investir, vous devez connaître le bien dans lequel vous allez placer des locataires,
car si vous n'avez pas les différents détails que l'on peut reconnaître quand on fait une visite en physique, ou si vous n'avez pas les informations sur le quartier, l'offre en termes étudiantes, l'offre en termes de transport, eh bien ça c'est des éléments que votre locataire ou vos potentiels locataires, eux, vont avoir à cœur de regarder quand ils vont rechercher un bien. Et donc ça peut être sur ces éléments-là que vous perdez en qualité locative et donc que vous pouvez avoir un investissement qui finalement sera un peu moins rentable, car si vous avez de la vacance locative, ça va vous faire perdre également des points de rentabilité. Et oui Guillaume, et en plus de ça, si on a une gestion à distance, c'est des coûts qui peuvent s'ajouter. Et donc ces coûts vont réduire la rentabilité nette de votre investissement immobilier. Donc on le rappelle, pour conclure ce podcast, les 4 erreurs les plus courantes qu'on rencontre de notre côté, c'est le fait d'investir avec du cash dans l'immobilier locatif, d'investir pour uniquement défiscaliser, mais également d'investir sans analyser la fiscalité de son investissement immobilier, et enfin d'investir sans avoir visité. Alors, si j'ai envie de faire le contraire, pour faire un bon investissement immobilier, il faut connaître son marché local et donc l'emplacement de votre bien immobilier, il faut connaître la fiscalité qu'on va appliquer à son investissement immobilier, il ne faut pas faire ça pour défiscaliser mais bien analyser sa fiscalité future, et enfin investir avec l'effet de levier et donc l'emprunt bancaire. Et si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez grandement nous aider. Vous avez ce pouvoir en mettant un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir chaque semaine le nouvel épisode que nous publions chaque mercredi. Et pour aller plus loin, écoutez notre épisode 63, l'immobilier est en crise, faut-il acheter en 2024 ?